L'objectif de ces conférences est donc de vous montrer comment la ville s'est formée au fur et à mesure. Et pour le moment, on va s'arrêter à la Révolution française, même si évidemment, vous le savez, l'histoire ne s'arrête pas à cette date-là, à celle de 1789, parce que c'est vrai qu'en France, on est friand de révolution, mais on parlera de celle de 1789 dans notre cycle de conférences. Là, je vous propose de débuter avec une introduction plutôt générale pour vous donner envie, évidemment, de voir ce qui va suivre. Antiquité, Moyen Âge, Renaissance et évidemment cette révolution de 1789. Donc, pour le moment, on va parler des mutations des siècles. On en avait parlé, notamment lors d'une autre conférence auparavant, que vous pouvez retrouver évidemment sur Conferencia. Et je vous propose de nous pencher, sur ce cycle qui est très prometteur, hein. Je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Donc, pour comprendre un petit peu l'histoire de Paris, il faut bien comprendre que de tout temps, c'est un site qui intéresse par un élément. Et cet élément-là, je pense que vous l'avez déjà en tête, c'est évidemment la Seine, qui est le fleuve maître de la capitale. Et c'est un fleuve de plusieurs kilomètres de large quand on parle de la période préhistorique notamment, ce qui est un petit peu différent aujourd'hui, vous vous en doutez. À l'origine, son tracé n'est pas vraiment celui que l'on connaît actuellement. Le cours d'eau s'est lentement déplacé du lit creusé au pied des collines nord, comme vous le voyez, qu'on appelle aujourd'hui les collines de Chaillot, les collines de Montmartre, de Belleville, pour aller se placer à ce tracé actuel que l'on connaît. C'est un axe vraiment qu'on va qualifier de est-ouest, la Seine coulant dans ce sens-là. Et au nord de la Seine, on va trouver d'abord une large zone de marécage que l'on appellera plus tard le Marais. Cette zone, elle est délimitée par la chaîne de collines que j'évoquais, donc qui font entre 70 mètres et 130 mètres de haut. Et on trouve entre celles-ci, normalement, hein, on trouve des cols, le col de Monceau et de la Chapelle. Alors c'est vrai que c'est un petit peu étrange de parler de Paris de cette manière-là, mais c'est vrai que ça reste une zone géographique comme une autre. Avant d'être une très grande ville, avant d'être la capitale de la France, ça reste une zone géographique avec ses cols, ses vallées et son fameux fleuve. Dans ses commentaires, on va parler de Jules César qui écrit de nombreux commentaires dans la guerre des Gaules, etc. Il va parler même d'un marais continu qui se déverse dans le fleuve. Et dans celui-ci, on va trouver de nombreuses îles qui servent de refuge, notamment aux premières populations nomades. On va avoir des petites îles telles l'île Louviers que vous voyez apparaître normalement. On va réunir l'île Louviers, vous ne la voyez plus du tout aujourd'hui dans le paysage parisien, parce qu'elle est réunie en fait à la rive droite en 1848. Si vous connaissez un petit peu Paris, si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave, hein, il y a pas de souci, mais si vous connaissez un petit peu, en fait, c'est ce qu'on appelle le quai Morland actuellement. On a aussi comme autre île l'île aux Vaches que vous voyez sur ce petit plan-là, l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame, qui elles sont rattachées un petit peu plus tôt que l'île Louviers, elles sont rattachées au XVIIe siècle pour former ce qu'on appelle l'île Saint-Louis, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et évidemment, celle que l'on connaît un petit peu mieux, c'est l'île de la Cité, sur laquelle il y a Notre-Dame de Paris, par exemple, hein, pour ne citer elle. Et on va avoir d'autres petites îles qui aujourd'hui n'existent plus. Petite île, l'île aux Juifs, qui est située là sur le plan que vous voyez sur votre écran, c'est situé à la pointe ouest de l'île de la Cité. On va avoir une autre île également qui s'appelle l'île à la Bourdaine ou l'île de la Bourdaine, vous pouvez trouver ça dans les archives, sur laquelle il y avait un moulin. Et ces 2 dernières-là, l'île aux Juifs et l'île de la Bourdaine ou à la Bourdaine, elles ont été rattachées par un roi qui était surnommé le Vert Galant, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit d'Henri IV. Et il rattache ces îles-là à l'île de la Cité pour former la pointe que l'on connaît actuellement, là où vous avez le fameux square du Vert Galant. On va parler aussi, évidemment, pour présenter Paris, du sous-sol du bassin, qui est d'une grande, grande richesse. Donc, c'est vrai qu'on va trouver de l'argile, on va trouver du sable, on va trouver du gypse, on va trouver du calcaire. Et c'est des matériaux, en fait, qui vont permettre vraiment la construction d'une ville, donc de notre ville dont il s'agit ce soir, de Paris, et notamment grâce aux forêts qu'il y a dans le paysage à l'époque. C'est vrai qu'on n'imagine pas Paris avec de très, très grandes forêts aujourd'hui, mais elle était vraiment conséquente et très bien fournie. Et c'est vrai que le bois, bah, pour tout ce qui est construction, en plus du gypse, du calcaire, et cetera, ça va être très, très important pour la construction de notre ville. Et c'est vraiment grâce à ces différents éléments, en fait, que sont la Seine, le relief dont on a parlé, les cols, les vallées, richesse du sous-sol, qu'en fait, les hommes, ils vont de tout temps vraiment s'intéresser à ce bassin pour y vivre de manière soit temporaire, soit y transiter avec des marchandises, ou vous vous en doutez, ils vont finalement s'y établir pour de bon, comme on va le voir tout de suite. On va parler de l'Antiquité, vous vous en doutez.
Alors, historiographiquement parlant, le passé de Paris, ça n'a pas vraiment toujours intéressé les foules. C'est vrai, moi j'adore l'histoire de Paris, il y en a beaucoup aussi parmi les collègues et parmi les amateurs, mais c'est vrai que jusqu'à la Renaissance, c'était quasiment le néant au niveau des sources historiographiques. Il n'y a pas grand-chose. Et puis ensuite, il y a quelques érudits au fur et à mesure qui vont tâtonner pour tenter de retrouver le visage de Lucotitia. Alors, vous retrouverez plein de termes, hein, Lucotitia, Lucotetia, etc. Peu importe, en tout cas, c'est la capitale de la tribu des Parisis, Lucotitia. Et le premier historien de Lutèce, hein, si on veut le nommer, c'est un homme qui s'appelle Henri Sauval. Alors, il y a une rue Sauval à Paris maintenant, vous saurez dire qui était ce monsieur. Lui, il va travailler pendant une vingtaine d'années à son œuvre qui est publiée post-mortem. Et c'est une œuvre qui va s'appeler Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris. À ce moment-là, on est au XVIIIe siècle, au début plutôt, on est en 1724 lorsque cette œuvre va être publiée. Et ce n'est qu'à partir des années en fait 1850 qu'on va avoir une véritable recherche, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, dans le sens scientifique des choses, du terme, et ça va se mettre en place vraiment à partir de 1850 seulement. Donc notamment avec les grands travaux du Second Empire, où on veut préserver un petit peu. D'ailleurs, à cette époque-là, il y a un homme qui s'appelle Théodore Vaquet et il peut être, on va dire, considéré comme le père de l'archéologie parisienne. C'est grâce à lui si aujourd'hui on connaît quelques petites choses quand même par rapport au passé parisien. Et de 1844 à 1898, en fait, il est responsable du service historique de la ville et il parcourt tous les chantiers. Il va annoter dans un petit carnet chaque découverte. C'est un travail de fourmi, en fait, qu'il fait. Il recense absolument tout. Et c'est lui qui va constituer ce qu'on appelle le premier fonds du musée Carnavalet. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Le musée Carnavalet, c'est le musée d'histoire de la ville de Paris. Il ouvre déjà en 1880 et il est consacré pleinement à l'histoire de la ville. Donc, c'est lui qui constitue le premier fonds historique. C'est quand même assez incroyable. Peu avant la mort de Vaquet, de ce Théodore Vaquet dont je vous parlais, on est en 1897 et on a un organisme, une organisation, même association si on veut la nommer, qui s'appelle la Commission du Vieux Paris. Comme vous le voyez à l'écran, c'est à ce moment-là que ça va être mis en place. Et sa mission extrêmement importante, c'est en fait de suivre au jour le jour tout ce qui est fouilles qui vont être entreprises pour pouvoir gérer un petit peu comment elles vont se dérouler. Et aujourd'hui, ça existe toujours. La Commission du Vieux Paris fait un travail formidable. Depuis 2003, ça fait pas si longtemps que ça, elle a été rebaptisée département d'histoire, de l'architecture et d'archéologie de la ville de Paris. Bon, c'est un petit peu plus long, mais au moins on a tout ce que ça comporte et c'est un petit peu plus parlant, on va dire, quand on vous présente la commission que juste Commission du Vieux Paris. Et c'est un service municipal, hein, si ça vous intéresse de le savoir. C'est un service municipal qui est rattaché à la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris, composé de 2 branches. L'une s'occupe de l'histoire et de la protection du patrimoine architectural de la ville et l'autre, vraiment, va s'appuyer sur le service municipal d'archéologie. Voilà. Je referme ma petite parenthèse, mais c'est toujours agréable de savoir en fait de quoi est composée cette fameuse commission du Vieux-Paris. Pour revenir à notre histoire antique et de ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est qu'à partir de la moitié du IIIe siècle, avant Jésus-Christ évidemment, donc on est entre moins 250 et moins 225, ce qui nous plage grosso modo à l'âge de fer. Et c'est à ce moment-là où on a un peuple celte qui s'appelle les Parisis. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas avec moi, peut-être autour de vous. Et si vous ne les connaissez pas, eh ben, tant mieux, on va en parler maintenant. Donc les Parisis, c'est un peuple celte qui va s'établir sur notre fameuse île de la Cité. Alors c'est sur cette petite parcelle que va être en fait fondée la capitale Lucotitia ou Lutèce. Pour protéger les lieux, on a un mur d'enceinte qui est construit au tout début du IIe siècle et des ponts vont remplacer le bac. Et en fait, grâce à cette position avantageuse, on va comprendre aujourd'hui pourquoi la Lutèce celte était une cité importante avec une économie stable et notamment sa propre monnaie. Alors, dans notre conférence sur l'Antiquité le 10 juillet, puisque là, à nouveau, je vous le rappelle, c'est juste une introduction, et puis ensuite, on a tout un cycle de 4 conférences que vous pouvez suivre. Donc, notamment le 10 juillet, on va parler de l'Antiquité et on va parler un petit peu plus de cette prospérité, ainsi que d'une corporation, une corporation de bateliers qui s'appelle les Nautes, qui est extrêmement importante et qui occupait une position vraiment dominante sur l'île de la Cité notamment. Et puis, il faut imaginer que ce que je vous viens de dire à propos de l'Oppidum, à propos de Lutèce, de l'île de la Cité, de son emplacement, ça,
Vous allez voir, ça vous réserve des surprises. Moi, je ne peux pas tout vous raconter maintenant, évidemment, sinon ça serait tricher. Mais évidemment, on va en reparler parce que encore aujourd'hui, les historiens se livrent une petite bataille, mine de rien, dans le métier pour déterminer où était vraiment ce fameux oppidum s'il a jamais existé. Mais ça, nous en reparlerons, vous vous en doutez, le 10 juillet. Là, ce que j'aimerais, mettre, en relief, ça va être plutôt la bataille de Lutèce. Alors c'est peut-être une bataille dont vous avez pas forcément entendu parler, mais les combats sont connus notamment grâce à la fameuse guerre des Gaules, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, de Jules César. Et même si ce dernier n'a pas participé à ces batailles, donc ça veut dire grosso modo en tant qu'historien, on pourrait se permettre de remettre en question la véracité de tous les détails, mais on n'est pas là pour faire ça. En tout cas, on n'est pas là pour réécrire toute l'histoire, même si parfois il est toujours utile de la questionner. Quoi qu'il en soit, après cette bataille de Lutèce, tout est à reconstruire. Et c'est donc précisément à ce moment-là qu'il y a une ville gallo-romaine qui va se développer dès le début du 1er siècle. Deux axes principaux vont être tracés. On va avoir ce qu'on appelle le Cardo et le Decumanus. Donc vous les voyez ici à l'écran. Ça va déterminer ensuite notre quadrillage en fait de ville. Et comme toutes les villes romaines, on va avoir Cardo, Decumanus. Après, vous pouvez en avoir des secondaires. Mais les principaux, ce sont ceux que vous voyez en ce moment à l'écran sur ce plan et qui existent plus ou moins toujours, hein. Vous pouvez toujours voir dans la ville de Paris quand vous vous baladez. Les routes sont assez larges, de plusieurs mètres. On sait qu'elles étaient pavées de larges dalles de grès. De part et d'autre, on va avoir des villas qui vont être construites. Donc là, sur la petite photo, au niveau du musée de Cluny, vous n'êtes pas obligé d'y entrer, même si c'est toujours sympa de visiter le musée, évidemment. Vous avez, depuis l'extérieur, depuis le boulevard Saint-Michel, vous pouvez voir en fait ces dalles de grès dans la cour où vous avez quelque chose dont je vais vous parler dans un petit instant. Donc ces larges dalles de grès symbolisent la route. Sur les côtés, vous avez tout ce qui est villa, tout ce qui est maison, peut-être parfois un petit peu plus succincte. Et ces voies-là dont je vous parle, elles ont une vocation en fait commerciale. C'est-à-dire que l'île de la Cité va maintenir une fonction de siège administratif pendant la ville gallo-romaine et également sa fonction portuaire qui est toujours de mise et qui va vraiment s'étoffer au fur et à mesure des années. Donc là, la ville romaine, vous l'avez compris, elle se met en place au fur et à mesure. On va avoir des termes. Alors, je fais un rapide retour en arrière, ce que je vous montrais à l'instant. Ça, c'est les fameux termes, les termes de Cluny, qu'on surnomme les termes de Cluny aujourd'hui. Et donc, vous aviez dans cette ville-là un théâtre, vous aviez des thermes, vous aviez un forum, des nécropoles, hein, des cimetières et un amphithéâtre. Mais aussi tout un réseau hydraulique qu'on va vraiment mettre en lumière le 10 juillet pendant la conférence sur l'Antiquité, très très important, qui est mis en place à partir des sources des bassins de Rungis et de Wissous. Donc c'est vrai que l'aqueduc qui amène ces eaux vers les thermes, il est très important, il est également très long. Il fait 16 kilomètres. Donc vous vous rendez compte, pour l'époque, c'est un sacré chantier quand même. Et cette période-là dont je vous parle, c'est vraiment ce qu'on va qualifier de Pax Romana. C'est le moment où tout se passe bien pour la cité gallo-romaine. C'est vraiment la tranquillité, à peu près, hein, faut pas non plus trop exagérer, mais en tout cas, c'est florissant. Voilà, c'est le terme qui va être important pour nous. C'est une cité qui fleurit, qui va compter près de 6 000 habitants. Alors, ça semble pas grand-chose, mais c'est quand même important pour l'époque, vous vous en doutez. La ville, à ce moment-là, c'est un véritable lieu d'échange, c'est un carrefour. Mais attention, il ne faut pas lui donner l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est vrai, quand on parle de Paris, quand on parle de Lutèce à l'époque, on se dit: «Oui, ça devait être énorme». Non, c'est pas une ville qui est vraiment la plus importante. Ça reste une petite ville qui est dépendante de la capitale de la province, qui est Sens. En fait, à l'époque, la ville importante dont elle dépend, c'est Sens. Et c'est vrai que ça remet en question pas mal de choses dans nous, notre prisme actuel de ce qu'on connaît de l'histoire, ou en tout cas juste de la manière de découvrir les villes actuellement. Paris a pris une place vraiment immense dans notre géographie, dans notre activité économique, culturelle, mais c'est pas la place qu'elle occupe en tout cas à l'époque gallo-romaine. Et ça explique en fait pourquoi cette activité envers Sens et cette espèce de lien qu'elle a avec cette ville-là, ça explique pourquoi jusqu'au XVIIe siècle, Paris a vraiment une dépendance envers l'archevêché de Sens. Et ça, je vous proposerai également d'en reparler un petit peu plus tard, vous vous en doutez. On va passer maintenant à ce qui est le Moyen Âge. Alors le Moyen Âge, c'est une période extrêmement vaste, extrêmement longue. C'est à partir, on va dire, en termes de religion, en tout cas, parce que je vais commencer déjà par vous décrire un petit peu ça.
En termes de religion, c'est au milieu du IIIe siècle que le christianisme fait réellement son apparition. La tradition va faire qu'on se focalise sur un évangélisateur que vous connaissez déjà peut-être. Il s'agit de Saint Denis. Saint Denis, c'est le bâtisseur de l'église de Paris. Pour vous donner une idée, et il est vrai que la légende de sa mort est encore une des histoires préférées que je raconte en fait aux visiteurs quand ils sont de passage à Montmartre parce que le lieu s'y prête. Mais ça fera partie de ce que je vous raconterai lors de la conférence sur le Moyen Âge le 19 juillet prochain. Je ne vais pas, comme je vous l'ai dit, tout vous spoiler maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a cette histoire assez passionnante du fameux Saint-Denis. Je pense peut-être que certains parmi vous la connaissent déjà. En tout cas, l'image est assez parlante de ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Donc ensuite, on continue un petit peu. On passe du 3e siècle directement au 5e siècle. Et à ce moment-là, bon, c'est pas une époque qui fait vraiment plaisir à ce qu'on va appeler, nous, la France aujourd'hui. Ce sont les invasions barbares. Alors, c'est vrai que le terme d'invasion barbare, aujourd'hui, on évite un petit peu de le mentionner à tout va. On va parler de grandes invasions plutôt. Et elles sont de plus en plus nombreuses au 5e siècle. On a les Visigoths, on a les Burgondes, on a les Francs, bien évidemment, on a les Alamans, on a les Huns. Ça fait pas mal de monde qui transite à droite à gauche et qui veut s'emparer de plus en plus de territoires. Vous le savez, ce sont les Francs, en fait, qui auront le dernier mot. On est en 470 lorsque Childéric Ier, le papa de Clovis, le père de Clovis, il va piller en fait les campagnes de l'ouest de Paris et il va assiéger la ville. Et là, en 481, on avance un petit peu, on va parler de Clovis. Clovis, en 481, il a 16 ans. Il va régner sur un territoire que vous voyez sur la carte, donc il comprend la Belgique et une partie du nord de la Gaule. Et 5 ans plus tard, Clovis Ier l'emporte sur Syagrius, qui est un général gallo-romain. C'est pas très grave si vous ne connaissez pas, c'est voilà, juste sachez que c'est un général gallo-romain. Et il va remporter de manière définitive la bataille en fait de Soissons. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler puisque la légende ou l'histoire du fameux vase de Soissons, on est en 486. Et donc Syagrius, il cherche alors à trouver refuge chez Alaric II, qui est le nouveau roi des Visigoths, et il va l'emprisonner et il va le livrer au roi franc en 487. Là, l'histoire s'arrête. Et selon Grégoire de Tours, c'est un chroniqueur du Moyen-Âge, ce qu'on pourrait qualifier plus ou moins d'historien, nous, à notre époque, il aurait, selon Grégoire de Tours, il aurait été égorgé en secret sur ordre de Clovis. Voilà, il y a toujours une petite histoire un peu sanglante à la fin, vous vous en doutez. Donc, concernant Paris, Clovis ne mène pas de guerre. En fait, il va l'occuper grâce à un accord avec Sainte-Geneviève, dont je vous parlerai bien sûr un petit peu plus longuement le 19 juillet. Sainte-Geneviève, c'est la sainte patronne de la ville de Paris. Et en fait, ils vont trouver un accord tous les deux, dont je vous parlerai. En 508, vous avez donc notre Clovis qui fait de Paris son siège, qui va désormais être considéré comme capitale du vaste royaume mérovingien. Et c'est vraiment sous cette dynastie mérovingienne que les églises et abbayes sont de plus en plus nombreuses. C'est vrai que Paris va se couvrir d'églises à ce moment-là. Et l'île de la Cité va demeurer, mine de rien, le cœur de la ville, avec les pouvoirs royaux, les pouvoirs religieux également. Et les activités économiques de l'île sont toujours liées au commerce fluvial entretenu entre Auxerre et Rouen. Donc, c'est deux villes aussi importantes de l'époque. On va trouver sur l'île de la Cité, en bordure, on va trouver la fabrication d'orfèvrerie, de verrerie notamment, de par sa proximité avec le fleuve. On l'oublie beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que la Seine, très, très importante, comme je vous l'ai signifié en début de conférence, toujours très importante pour notre histoire parisienne. Et c'est que bien plus tard que la Seine va être, grosso modo, un petit peu oubliée de notre histoire. Là, on est en train de revenir dessus. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Et donc, sur notre rive droite, que se passe-t-il? On a un port qui, à l'époque, s'appelle la Grève. La Grève, c'est un pôle très, très, très actif et attractif de l'économie parisienne. On a la rive gauche qui, elle, est peuplée par les églises, les couvents et les abbayes. Et à ce moment-là, pour continuer un petit peu notre histoire avec les Mérovingiens, après Clovis, on a ses fils qui vont arriver. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, hop, voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. En fait, c'est le plan de la ville mérovingienne au moment où Clovis va s'installer. C'est un petit peu ce que je vous expliquais avec l'île de la Cité.
au centre, tout ce qui va se développer sur la rive droite, et puis les églises, les couvents et abbayes sur la rive gauche. Et après Clovis, comme je vous le disais, on a ses fils qui vont vraiment se déchirer les différents royaumes. Et jusqu'à la fin du 7e siècle, Paris va décliner de plus en plus progressivement. Les rois ne vivent plus vraiment dans cette ville-là, ils se déplacent de palais en palais, ils deviennent des rois nomades. Et c'est Pépin III le Bref, fils de Charles Martel, qui se fait élire roi à Soissons en 751. Et c'est son successeur, Charlemagne, qui établit sa résidence principale à Aix-la-Chapelle. Donc là, les rois, finalement, on leur dit au revoir. Il n'y a plus vraiment de... Enfin, il y a toujours des liens avec Paris, bien évidemment, parce qu'elle reste économiquement attractive, etc. Mais en tout cas, pour le pouvoir central royal, c'est vrai que ça a plus ou moins déserté. Et sous les Carolingiens, donc le temps passe, et c'est vrai qu'avec Charlemagne, Pépin le Bref, etc., les Carolingiens arrivent, nouvelle dynastie. Paris, là, c'est vraiment une ville de second rang. Qui l'eût cru? Et c'est finalement un envahisseur qui va renverser la vapeur, qui va renverser la tendance. Alors, de manière très, très schématisée, vous vous en doutez. C'est vrai qu'on va parler des attaques normandes qui débutent dans les années 840, donc on est au 9e siècle. Et à ce moment-là, les Normands, ils vont piller, ils vont dévaster la rive gauche, ils vont complètement défricher les terres cultivées, ils vont abattre les églises, ils vont abattre les abbayes. Et en 887, donc toujours sur notre 9e siècle, un petit peu plus à la fin, la ville, elle est vaillamment défendue par les Parisiens, ce qui en fait va permettre de redorer son blason auprès du pouvoir royal, qui, mine de rien, avec ça, avec cet acte de bravoure de la part des Parisiens, le pouvoir royal va vraiment prendre conscience que les Parisiens ont également combattu pour la défense de l'intégrité du royaume, et donc pour le roi, hein, finalement, pour la monarchie, pour la préserver. Et ça, vous vous en doutez, il n'en suffisait pas de plus, hein, pour faire plaisir au roi. Et donc, ça met du temps, vous vous en doutez, hein, Paris ne s'est pas faite en un jour, bien sûr. Il faudra attendre quand même un siècle encore, et la proclamation d'Hugues Capet, hop, d'Hugues Capet en 987 comme roi de France pour que les Capétiens fassent de Paris leur capitale. Donc ça prend, finalement encore un petit peu de temps. Un siècle, c'est quand même pas mal. Bon, au regard de l'histoire, c'est pas grand-chose, mais vraiment, il va falloir attendre Hugues Capet. Pour autant, tout ce qui est dommages infligés par les Normands, donc les pillages, les terres cultivées qui n'existent plus, les églises qui sont, ça y est, c'est détruit, c'est fini. Tout ça, ça a été extrêmement important, et donc les reconstructions vont être très, très longues et très laborieuses. Donc ça va être, toute une histoire qui va se mettre en place, l'histoire de la reconstruction vraiment parisienne après les invasions normandes. Dans l'œuvre des Capétiens, il y a eu pas mal de rois. Celui dont il faudrait se souvenir, je pense que c'est quand même Philippe Auguste, pour l'histoire de Paris en tout cas. Il va tenir pardon, une place vraiment d'exception dans notre histoire parisienne. Entre 1180 et 1223, sous son règne, il y a une véritable accélération à ce moment-là. Paris va vraiment cesser d'être un carrefour pour devenir à ce moment-là un lieu de développement, un lieu de création un petit peu plus établi. Et on a une bourgeoisie à ce moment qui se développe et qui va acquérir vraiment une position centrale dans l'administration de la ville, tandis que Philippe Auguste, lui, va se passionner pour un élément dans sa ville, c'est quoi? C'est l'urbanisme. Il adore ça, il va créer plein de petites choses nouvelles, et notamment, très très important, vous connaissez peut-être déjà, c'est l'enceinte fortifiée. L'enceinte fortifiée, la forteresse du Louvre, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je vous le rappelle, il part en croisade, il part avec sa conquête du Saint Graal. Sa ville, alors il y a une vieille enceinte gallo-romaine qui est un petit peu branlante, donc il décide, et puis surtout la ville de Paris s'est agrandie, et donc il faut contenir un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que l'expansion de la ville, c'est quelque chose qui a toujours fait peur au roi, et ça, on va le voir au fur et à mesure de notre histoire, justement. Et pour contenir un petit peu toute cette masse urbaine, eh ben, on va construire de hauts murs, on va construire de grandes enceintes. Alors bien sûr, c'est aussi pour protéger des envahisseurs extérieurs, mais aussi pour protéger finalement et contenir cette population à l'intérieur. Donc l'enceinte fortifiée est très importante pour Philippe Auguste, la forteresse du Louvre également. Il va améliorer tout ce qui est voirie, tout ce qui est rue, il va en démolir, il va en construire énormément. Il va aussi établir des activités commerciales, il va faire que ça
fleurit de plus en plus au niveau de ce qu'on appellera plus tard notamment les halles. Et c'est toujours un lieu qu'on connaît aujourd'hui, qui est un lieu de marché, qui est un lieu de shopping, bien évidemment, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de magasins. Et dès Philippe Auguste, dès ce XIIe siècle, on va avoir les halles de Paris qui vont s'établir là, marché médiéval par excellence, les fruits, les légumes, etc., etc. Et vous le savez, ça va se développer notamment avec les pavillons qu'on appellera au XIXe siècle, sous Haussmann et Napoléon III, les fameux pavillons Baltard. Mais ceci n'est pas le propos, tout de suite, on reste au Moyen-Âge pour l'instant. Tout au long du XIIIe siècle, c'est le quartier latin qui va beaucoup se développer. Alors pour ceux et celles qui connaissent pas du tout Paris, le quartier latin, c'est situé rive gauche et à cet endroit-là, on a des collèges en fait qui vont être construits et surtout, je vous le donne en mille, on va avoir le collège de la Sorbonne, hein, aujourd'hui mondialement connu. Les Américains, quand ils visitent Paris, ils adorent la Sorbonne, ils adorent qu'on leur parle de cette université qui figure parmi les plus vieilles universités de Paris. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, la Sorbonne, alors comme on la connaît aujourd'hui, c'est très 19e siècle, hein, ça date d'Haussmann à nouveau. La Sorbonne que vous voyez à l'écran, elle date du 16e siècle et c'est vrai que la toute première Sorbonne qui date de 1253, elle a disparu depuis très, très longtemps. C'était un bâtiment un peu branlant, un bâtiment un peu médiéval. Nous, aujourd'hui, quand on pense université de la Sorbonne, on se dit: «Waouh, c'est la classe, c'est magnifique, c'est superbe». Non, c'est à l'époque, c'est pas forcément, le brillant qu'on lui connaît actuellement et en plus, elle est fondée dans une rue qui donne pas vraiment envie de s'installer puisque c'est la rue Coupe-Gueule. Donc bon, pour s'y installer moyen, on n'a pas trop envie de s'y attarder le soir, surtout quand il y a pas d'éclairage public. Donc on est dans la rue Coupe-Gueule, la Sorbonne, on est en 1253 et celui qui la fonde, eh bien, c'est le chapelain de Saint-Louis. Saint-Louis va l'autoriser à créer une université et ce chapelain, il s'appelle Robert de Sorbon. Il vient d'une petite ville qui s'appelle Sorbon et donc à l'époque, les noms de famille, bah, ça travaille un petit peu comme tu viens d'où? De Sorbon. Tu fais quoi? Tu es charpentier, tu seras monsieur charpentier, tu seras monsieur Sorbon. Et donc, voici comment va naître la Sorbonne. Évidemment, je vous en parlerai un petit peu plus prochainement. Vous avez donc cette renaissance urbaine qui continue au fur et à mesure, sous évidemment, heu, pendant presque un siècle, hein, avec Louis IX, qui va être le futur Saint-Louis, avec Philippe III, qu'on surnommait le Hardi. Vous aviez également Philippe IV, qui lui avait un surnom plutôt sympa, c'était Philippe IV le Bel, s'il vous plaît. Et la ville va vraiment progressivement devenir une grande, grande capitale grâce à son commerce, grâce à sa croissance démographique. Il y a environ 200 000 habitants à Paris en 1328. Vous voyez, on a fait un bond, hein. Bon, évidemment, les siècles se sont échelonnés. Entre le moment où on avait notre Lutèce avec 6 000 habitants, 1328, ça y est, on est à 200 000 habitants. Rien de comparable à ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, mais pour le Moyen-Âge, c'est quand même une ville assez de bonne dimension, on va dire. Alors, évidemment, on ne peut pas dissocier l'histoire de Paris de l'histoire de France. Vous le savez, depuis le début, je vous en parle un petit peu en trame de fond. Et là, on va approcher de batailles dynastiques, hein, puisque vous l'avez compris, on brosse vraiment une sorte de chronologie avec certaines thématiques que j'approfondis. Mais pour cette introduction, on va vraiment suivre un fil très chronologique qui me permettra d'approfondir un petit peu plus les thématiques plus tard. Et donc, on approche de batailles de la Renaissance bientôt, mais avant la Renaissance, on a une guerre. Une guerre, je pense, vous l'avez peut-être toutes et tous en tête. C'est une guerre qui va durer très, très, très longtemps, qui va opposer les Français et les Anglais. On l'appelle la guerre de 100 ans. En réalité, elle va durer un chouïa plus, hein. Vous pouvez mettre en commentaire combien de temps pensez-vous que la guerre de 100 ans va durer. Ça se trouve, c'est moins. Mais non, je vous l'ai dit déjà, c'est un petit peu. Mais à votre avis, combien de temps ça va durer? Et à ce moment-là, en plus, pas de chance, on est au moment de la peste, hein, donc on a pas mal de maladies qui circulent, on a des révoltes populaires pour ne rien gâcher, on a des hivers, mais vous pensez que vous aviez froid ces hivers? Eh bien non, ce sont des hivers terribles à ce moment-là. En plus, on a des loups qui viennent, chercher à manger parce que qui dit hiver terrible dit que, bah, les loups, ils ont plus rien pour se nourrir dans la forêt, donc bah, forcément, ils vont voir qui? Les hommes. Est-ce que vous n'avez pas, un petit gigot, d'agneau à nous fournir? Et donc ils arrivent dans les faubourgs. Vous savez, ce sont ces espaces situés, contre l'enceinte de la ville de Paris et à ce moment-là, les loups débarquent dans les faubourgs. On a des périodes de famine terribles. Évidemment, ça plus ça plus ça n'améliore pas du tout le sort de la capitale. Donc guerre de 100 ans, peste, révolte, les loups, la famine, l'hiver et cetera, c'est terrible. La ville, à ce moment-là, va perdre 100 000 habitants
et on a de nombreux quartiers qui vont être abandonnés, en fait, hein, il y a pas le choix, qui vont vraiment être abandonnés entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle. Alors là, je vous mets à l'image, à l'écran, la fameuse bataille dynastique de la guerre de Cent Ans et cette guerre, finalement, elle va prendre fin. On est en 1453 et des brouettes, quand la guerre de Cent Ans va finalement s'arrêter. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, Paris, elle en peut plus. Paris, elle est épuisée. Les centres du pouvoir royal vont se déplacer parce que c'est pareil, est-ce qu'on a vraiment, en tant que roi, envie de rester dans une ville qui n'en peut plus, qui est à bout de souffle? On pourrait penser que oui, on veut la reconstruire, on veut la rendre belle, et cetera. Non, les rois, ils cherchent pas plus loin. Il y a d'autres endroits à coloniser, entre guillemets. On va aller voir ailleurs si c'est pas mieux. Et donc, les rois se déplacent, le pouvoir royal se déplace, laisse tomber Paris, malheureusement. Et donc, sous Charles VII et Louis XI, eh bien, on va partir un petit peu plus loin. Et là, c'est vrai qu'on a une sorte de vide un petit peu latent comme ça, jusqu'à notre fameuse période de la Renaissance. Et là, on va aborder justement cette période de renouveau. Qui dit Renaissance dit renouveau. Et pour Paris, la Renaissance, bah, ça passe surtout, vous l'avez compris, par le renouveau de son urbanisme, en fait, puisque tout est détruit, tout reste à reconstruire. Donc là, on a envie de mettre un bon coup de collier. Et après un siècle, pas moins de disgrâce, eh bien, le roi retourne enfin à Paris. Et ce roi-là, eh bien, je pense que vous le connaissez, c'est François Ier. François Ier, il arrive et il donne à nouveau à Paris une place très centrale, une place de vraie capitale. Et là, on est en 1528. Donc, vous voyez, il y a eu du chemin, hein, de parcouru depuis la guerre de Cent Ans. Il va falloir attendre quand même un bon siècle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'influence du roi sur la ville, elle va se traduire par tout ce qui est courant humaniste, notamment, hein, la Renaissance et aussi tout ce qui est courant humaniste, on ne peut pas dissocier non plus, et notamment un développement d'un certain art que François Ier admire et qu'il va importer progressivement à Paris et puis en France, hein, aussi, bien évidemment, beaucoup en Île-de-France. C'est évidemment l'art italien, hein. Il va même faire venir un maître en la matière, alors qu'on qualifiera pas forcément d'italien, puisqu'à l'époque, l'Italie n'est pas ce qu'on connaît. Mais vous l'avez compris, je parle de Léonard de Vinci, hein. Il a réussi à débaucher Léonard de Vinci pour qu'il vienne travailler à la cour, à sa cour, hein, à la cour du roi de France. Et donc, notre François Ier, c'est vrai qu'il engage énormément de projets architecturaux qui se termineront au-delà de son règne, parce que c'est tellement conséquent, ces projets d'architecture, qu'il n'a pas le temps, hein. Il va quand même vivre assez longtemps, mais pas assez pour survivre à tous ces projets. Et donc, au-delà de son règne, on va même parfois avoir des projets qui vont se terminer moitié du XVIIe siècle. Donc, ce sont ceux qui vont suivre, évidemment, qui vont mettre la pierre d'inauguration à tous ces projets-là. Et on peut quand même citer ce qu'on va appeler l'hôtel de ville. Donc là, vous voyez à l'écran l'hôtel de ville de l'époque avec le fameux port de la Grève dont je vous parlais, qui existait déjà à l'époque gallo-romaine et qui s'est beaucoup plus construit, hein, comme vous le voyez. Vous avez des maisons sur pilotis, vous avez les fameuses maisons à pans de bois du Moyen Âge qui subsistent encore à la Renaissance. Et l'hôtel de ville vient remplacer une maison qui s'appelait la maison aux piliers. La maison aux piliers, c'est quelque chose dont on reparlera, mais c'est vrai que c'était un peu le bastion, c'était l'endroit où se réunissaient les fameux bateliers qu'on appelait les nautes, et c'était quelque chose de vraiment très important, très central pour la ville de Paris. C'est donc en toute logique, en fait, que, l'hôtel de ville créé par François Ier, ordonné en tout cas par François Ier, va venir remplacer cette maison aux piliers qui dégringolait, hein. C'était, vraiment, on avait, des gravats, il y avait tout s'écroulait et ça, voilà, on avait un petit peu peur que ça se finisse dans un bain de sang. Donc plutôt que d'attendre ça, on s'est dit: «On rase tout» et on crée quelque chose vraiment de concret et de solide. L'hôtel de ville est né. Évidemment, l'hôtel de ville que vous avez aujourd'hui à Paris, c'est pas vraiment le même. Je pense que vous savez pourquoi. On a fait ensemble une conférence avec Conferencia il y a quelque temps pour célébrer, pour commémorer plutôt, pas célébrer, pour commémorer la Commune de Paris, et c'est en 1871 qu'en fait, la Commune de Paris brûle plusieurs sites, notamment l'hôtel de ville de François Ier. On a reconstruit après. Et à ce moment-là, vous avez aussi, donc vous avez l'hôtel de ville de François Ier, vous avez aussi l'aile occidentale du Louvre et qui a été réalisée par Pierre Lescot. Donc ce qu'on appelle l'aile Lescot, en fait, c'est créé sous François Ier aussi. Donc ça, c'est pour vous donner quelques petits exemples en fait de ce qui va être créé en termes d'urbanisme sous François Ier. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de l'urbanisme entre guillemets «civil» ou royal.
vous avez également beaucoup d'églises qui vont être construites, qui vont être restaurées dans un style gothique flamboyant, comme Saint-Méry. Saint-Méry, hop, qui est ici. Saint-Méry ou une autre église qui s'appelle Saint-Eustache. Alors, pour vous situer géographiquement, Saint-Méry dans Paris, elle est située à côté de ce qu'on appelle la fontaine Stravinsky, à côté de Beaubourg, à côté du centre d'art contemporain de Georges Pompidou. Donc voilà, c'est une petite église qui est juste à côté. Et vous avez aussi l'église Saint-Eustache qui, elle, est à côté des Halles. Donc tout ça, ça date de François Ier. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, évidemment. Il y a de nombreuses restaurations pour les avoir dans l'état dans lequel on les trouve aujourd'hui. Mais là, on est toujours sous le règne de François Ier pour l'instant. Là, on est rive droite. Mais comment ça se passe rive gauche? Eh bien, on se déplace, on va traverser la Seine et rive gauche, à ce moment-là, la vie universitaire, elle bat vraiment toujours son plein. La population, elle est en majorité composée d'ecclésiastiques, hein, c'est le clergé qui domine, clairement encore. Il y a de très nombreux maîtres, qui dit maître dit forcément étudiants, dit élèves, qui se répartissent dans ce qu'on va appeler le quartier Sainte-Geneviève, que vous pouvez voir à l'écran, le quartier également Saint-Séverin, et rue Saint-Jacques, on va même trouver des impressions, hein, puisque c'est le siècle aussi, on va pouvoir imprimer. Rue Saint-Jacques, on va trouver ce qu'on appelle l'imprimerie Soleil d'Or. Et c'est une boutique qui va imprimer en fait tout ce qui est texte sacré et ceux qui sont liés au droit. Et finalement, si on le pense, encore aujourd'hui, tout ce quartier latin, c'est encore très universitaire actuellement, tout ce qui est autour du boulevard Saint-Michel, de la rue Saint-Jacques, le Panthéon, vous avez Assas pour le droit qui est à côté du Panthéon. Donc c'est encore un lieu qui est très lié au droit, très lié aux études finalement. Et ça date pas d'hier, vous l'avez compris, ça date déjà depuis l'époque de Robert de Sorbon en 1250 et des Brouettes. Et donc là, à notre Renaissance, la rive gauche, c'est toujours ça. On est toujours sur vraiment de l'apprentissage, d'où ce nom de quartier latin également, puisque les classes vont se faire en latin, on va écrire en latin, on va étudier en latin. Les collèges, les écoles, les universités, tout ça, c'est vraiment des lieux d'apprentissage qui deviennent très réputés au fur et à mesure des années, auprès notamment de grandes familles qui vont venir s'illustrer. Alors, c'est pas tout de suite, ça va prendre du temps parce que ce qui est un petit peu rigolo de le savoir, c'est que les collèges, au début, ils sont délabrés. Ils sont dans un état pas possible. Quand je vous disais que la Sorbonne de Robert de Sorbon n'existe plus, c'est parce qu'elle était dans un état lamentable et qu'elle va dégringoler, tout comme la maison aux piliers. Et donc, en fait, c'est vrai qu'au début, bah, on est un peu dans la pauvreté extrême, mais voilà, il y a cet apprentissage. Et puis, au bout d'un moment, on a les familles nobles et bourgeoises qui vont venir aider, évidemment, hein, avec des monnaies sonnantes et trébuchantes, et on va upgrader, hein, on va monter en grade, vous l'avez compris, au niveau de tout ce qui est construction, notamment de ces collèges et de ces universités, hein. Alors, qu'est-ce qu'on y fait là-dedans? On étudie, bien sûr, c'est logique. On étudie le latin, on étudie le grec, on étudie l'hébreu, entre autres matières hein, humanistes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le courant humaniste qui va primer. Et donc tout ça va faire qu'en fait, la ville de Paris va attirer de plus en plus de gens. La croissance de la ville, elle va donc être inévitable. Mais celle-ci, elle va être très, très engoncée dans la vieille enceinte de Charles V. Vous la voyez, à l'écran, l'enceinte alors non, pardon, vous la voyez pas à l'écran, excusez-moi. Mais en gros, l'enceinte de Philippe Auguste, elle va rester comme telle, sur le bas de la ville et donc il y a une nouvelle enceinte qui va ensuite être commencée sous François Ier. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de François Ier, le fait de garder l'enceinte de Charles V, alors on la devine, elle n'est pas vraiment vous voyez là, on a, je pense que mon curseur, je ne sais pas si on voit mon curseur? Non, bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce que vous voyez, ce qui est délimité, vous avez des sortes de formes un petit peu sur, le nord de Paris avec ce qu'on appelle des bastions, en fait. Et ces bastions de forme plus ou moins, conique, triangulaire, ça délimite vraiment, l'axe nord de la capitale et ça, c'est la nouvelle enceinte qu'on va créer au fur et à mesure et c'est ce qu'on appelle l'enceinte bastonnée ou l'enceinte des fossés jaunes et ça commence déjà sous François Ier. Alors attention, c'est une enceinte actuellement qu'on connaît plutôt sous le nom de Louis XIII ou enceinte des fossés jaunes. Et c'est vrai que ce rempart, il va enserrer uniquement la rive droite. On ne va pas s'occuper de la rive gauche parce qu'elle déborde un peu moins, on va dire. Et on va à ce moment-là, sur la rive droite, on va inclure ce qu'on appelle le faubourg Saint-Honoré et le quartier de la rue Richelieu, où actuellement vous avez quelques passages couverts, vous avez le Palais Royal, vous avez la BNF, Bibliothèque nationale de France Richelieu, etc.
Donc, c'est cet endroit-là. Donc, Paris reste quand même assez petite par rapport à ce que nous, on connaît aujourd'hui. Et je reviens juste sur notre enceinte de Charles V. Il faut imaginer qu'il avait fait une continuité au niveau de celle de Philippe Auguste parce qu'à l'époque de Philippe Auguste, ça devient aussi trop petit. Charles V arrive et il se dit: «C'est plus possible là, il y a des choses qui ça devient trop compliqué, c'est engoncé». Notamment, pourquoi compliqué? Parce qu'en fait, les Parisiens qui vivent à l'intérieur de la ville et ceux qui vivent dans les faubourgs, ils peuvent pas s'encadrer, hein, pardonnez-moi le terme, mais ils s'aiment pas du tout et il y a de très, très nombreuses rixes, en fait, qui sont monnaie courante et qui vont, se jouer entre les 2. Donc on se dit: «Ça peut être pas mal quand même d'englober ces fameux faubourgs, comme ça on va, comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir vraiment avoir une mainmise, en fait, sur la population parisienne et on va peut-être apaiser justement les tensions». Donc c'est notamment à ça que sert l'enceinte des Fossés jaunes. Là, on n'est pas sûr de l'envahisseur extérieur puisque plus les années passent, plus les guerres se font ailleurs, se font autrement et Paris n'est plus vraiment visé en fait à ce moment-là, hein. Pour l'instant, évidemment. Notre renaissance continue. On est à un moment où le roi va vraiment faire respirer Paris. On en a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure dans notre introduction. C'est le roi Henri IV. Et Henri IV, ce vert galant, eh bien, il va faire respirer Paris. Comment? En termes d'urbanisme. C'est vraiment lui qui va commencer ce qu'on pourrait qualifier de travaux haussmanniens. Et bien lui, il y avait déjà pensé bien avant. En fait, il va faire beaucoup de places au sens littéral, hein. Il va construire des places. Il va faire beaucoup de fontaines, il va faire beaucoup de ponts aussi, des rues. Voilà, il va construire tout ça, c'est ce qui se crée sous son règne et les espaces vont donc s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une ville beaucoup plus aérée, ça va faciliter notamment la distribution de l'eau. Ça, c'est très important pour survivre quand même dans une ville, c'est pas mal et pour l'hygiène aussi. Donc ça améliore la distribution de l'eau, ça améliore aussi bien sûr la circulation, Paris est moins bouchonné, hein, alors ça peut en faire sourire certains aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque on essaye d'améliorer tout ça, et l'exemple vraiment emblématique des constructions de l'époque, vous le connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle le Pont Neuf, ce fameux pont qui est alors attention, c'est pas le plus ancien, c'est pas le plus vieux pont, de Paris, c'est pas le premier pont de pierre de Paris non plus, mais en tout cas, c'est le premier pont traversant d'une rive à l'autre en un seul morceau. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez la rive droite, l'île de la Cité au centre, on avait un pont qui reliait les 2, puis hop, 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 vous traversiez l'île de la Cité et si vous vouliez aller rive gauche, eh bien, vous étiez obligé de prendre un autre pont depuis l'île de la Cité jusqu'à la rive gauche et là, génial, plus besoin de faire des tours et des détours dans les petites rues encore médiévales à l'époque de l'île de la Cité. On a le pont Neuf qui est construit, qui va être inauguré en 1607 et là, on va pouvoir traverser d'un seul coup. En plus, c'est très sympa parce que le Pont Neuf, en fait, il n'y a plus de maisons qui sont bâties dessus. Avant, on avait des ponts qui sont structurés avec plein, plein, plein de maisons et on voyait même pas la Seine, on voyait même pas le jour et ça donnait très peu de place. Donc, on avait juste l'impression d'être dans une ville en continu. Et là, les maisons sur les ponts, hein, ce qu'on appelle des ponts habités, des ponts construits, etc., eh bien, ils disparaissent. On fait aussi, on aère, hein, c'est à ce moment-là où tout va circuler avec Henri IV. Et donc, ce pont neuf, premier pont qui ne soit pas bâti avec des maisons, dans les alvéoles que vous voyez à l'image, là où vous avez les lampadaires, on installe des petits baraquements, on installe des montreurs d'animaux, on va installer des espèces de petites scénettes de théâtre. Voilà, donc il y a plein de choses qui se mettent en place sur ce pont et ça permet aussi une certaine oisiveté qui est somme toute un petit peu nouvelle, hein. Je vous rappelle qu'on sort de la Renaissance et l'oisiveté pour les populations du tiers-état, hein, finalement, bon, c'est pas tous les jours quand même. Donc là, ça permet à cette population un petit peu moins haut placée dans la hiérarchie de la société, on va dire, eh bien, de s'amuser un petit peu aussi et de profiter. Et sous le règne, ensuite, donc ça, le temps avance quand même parce qu'il ne faut pas que je vous tienne le crachoir trop longtemps quand même. Donc le temps avance et après Henri IV, on a le règne de Louis XIII et à ce moment-là, les travaux qui ont été initiés par son père, hein, Henri IV, eh bien, il va les continuer. Ça, c'est plutôt sympa de la part du fils. On verra notamment sortir de terre le palais Médicis. On va voir aussi ce qu'on appellera le palais du Luxembourg, en fait, hein, le palais Médicis c'est le futur palais du Luxembourg, en fait. Et donc, on va avoir la construction de ce nouveau palais enfin, d'un nouveau palais, excuse-moi, le palais du Luxembourg d'un côté et un nouveau palais ensuite qui sort de terre. C'est ce qu'on va appeler le palais Richelieu.
le palais cardinal. C'est Richelieu qui le dirige, évidemment, c'est pour lui, c'est gratuit, ça lui fait plaisir. Et c'est le futur palais royal. Vous le connaissez aussi sûrement puisqu'il existe toujours. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des œuvres de l'urbanisme, de comment on aère la capitale, etc., des œuvres religieuses. Mais concernant la religion, justement, on a une date vraiment importante à souligner et ça va être celle de 1622. 1622, à ce moment-là, Paris devient le siège d'un évêché. Et vous vous souvenez, je vous en ai parlé au tout début, je vous ai dit que Paris avait vraiment un lien, une connexion très intense avec la ville de Sens. Eh bien, à partir de là, l'archevêché de Sens n'est plus, Paris n'est plus sous le joug de l'archevêché de Sens et a son évêché propre, avec son diocèse, avec sa cathédrale, bien sûr, qui va devenir Notre-Dame de Paris. Avant tout ça, évidemment, on peut penser à autre chose, d'un petit peu moins sympathique, on va dire, c'est les guerres de religion. Les guerres de religion qui vont opposer protestants et catholiques. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ces guerres-là. Finalement, c'est les guerres de religion, il y en a beaucoup. Je reviendrai sur ces guerres-là lors de la conférence du 24 juillet prochain, lorsqu'on parlera de la Renaissance. Tout au long du XVIIe siècle, c'est vrai qu'on ne peut pas sauter n'importe comment de la Renaissance, d'une période qu'on va qualifier de Renaissance, à ce qu'on va appeler la Révolution française. Il y a un tas de choses qui se mettent en place avant. Et pour bien comprendre le déroulé du pourquoi, du comment on aboutit à cette révolution de 1789, eh bien, on est obligé de faire une petite transition avec ce qu'on va appeler le grand siècle. Renaissance, c'est la continuité logique, en fait, de la Renaissance. Tout au long du XVIIe siècle, notamment avec ce roi-là que vous avez toutes et tous eu dans vos manuels scolaires, à un moment donné, j'en suis sûre, c'est Louis XIV, le roi Soleil. Avec lui, on va assister à la construction de nouveaux quartiers ou de quartiers qui vont devenir un petit peu plus attrayants. Par exemple, vous avez ce quartier-là, c'est le Marais. Le Marais va se développer de plus en plus. On va avoir de superbes hôtels particuliers qui vont émerger. On va avoir notamment l'île Saint-Louis qui va être vraiment prise d'assaut par tout ce qui est famille de notables, famille d'avocats, de juges, pardon, qui vont se mettre sur l'île Saint-Louis. Et ça va faire que ça se développe au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, Paris est une construction royale. C'est une ville impressionnante pour le reste du royaume aussi, ça faut bien l'avoir à l'esprit. C'est une ville vraiment très très impressionnante et qui va finalement dicter les modes, dicter les codes, etc. Et il y a eu de terribles affrontements dans cette ville-là, comme par exemple la Fronde dont on reparlera aussi, qui va marquer à jamais quand même le jeune futur roi Soleil, le jeune Louis, et celui-ci va donc vouloir déménager à Versailles parce qu'il va. Alors, c'est pas la seule raison, je reviendrai sur toutes les raisons du pourquoi, du comment notre cher roi Soleil décide de déménager à Versailles, mais l'une des raisons, c'est qu'en fait, il ne se sent pas à l'aise. Alors, il a vécu au fameux palais cardinal, palais royal dans son enfance, il ne s'y sent pas en sécurité, donc il déménage au palais du Louvre. Rebelote, au palais du Louvre, il se sent pas du tout en sécurité. N'importe qui peut entrer, aller, venir. C'est un vrai, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et il se dit non, mais c'est pas possible. Là, il faut que je parte de Paris. Et à ce moment-là, il décide de mettre le grappin sur un modeste, on va dire, petit château, ce qu'on va qualifier en termes un peu vulgaire de château de cartes de son papa Louis XIII, qui était une sorte de beau relais de chasse quand même à Versailles. Et lui va l'étoffer et va créer ce fameux grand palais royal, château de Versailles, qui est aujourd'hui, évidemment, qui a une renommée mondiale encore aujourd'hui. Donc voilà, on parlera un petit peu de tout ça. Et c'est vrai que malgré ça, malgré le déménagement de Louis XIV et de sa cour, quand même 1000 personnes qui déménagent d'un coup, malgré ce déménagement-là, Paris va continuer d'évoluer, va continuer architecturalement d'être bâti. Et on peut citer par exemple la cour carrée du Louvre qui va être créée et étoffée à ce moment-là. Vous avez aussi l'hôpital des Invalides qui va être une œuvre alors plus histoire militaire, un tout petit peu en dehors de la ville de Paris à ce moment, mais quand même, il y a des constructions qui sont décidées par le roi Louis XIV, la manufacture des Gobelins, la place des Victoires, la place Vendôme, tout ça, c'est Louis XIV. Et ce qu'il est important aussi d'avoir en tête pour ce siècle-là, c'est que Paris va devenir vraiment, à partir de Louis XIV, une ville ouverte. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que Louis XIV fait raser les remparts. Alors, ça pourrait être perçu comme une sorte de provocation par certaines puissances étrangères. Je rase mes murailles, vous ne me faites pas peur. J'ai une armée tellement importante, tellement bien fichue aussi, qu'elle terrasse tout le monde. Je gagne toutes les guerres. Donc, ma ville, ma capitale, même pas la peine de la protéger par une muraille. Regardez, je fais raser les murs. Alors que ça faisait pas très très longtemps quand même que les fossés jaunes avaient été finis d'être construits sous Louis XIII. Bah, lui, il s'en fiche, hein, paf, 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 on enlève tout et regardez, c'est maintenant que ma capitale brille, elle est ouverte à tout le monde, venez la visiter, venez la voir, venez y vivre. C'est un petit peu cette idée-là que va véhiculer Louis XIV finalement, c'est une sorte de symbolique très, très importante, quand même. Et puis, Louis XIV n'est pas éternel, même s'il pensait être immortel, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc il va, nous quitter et avec la mort de Louis XIV, eh bien, on a l'arrivée sur le trône de son petit-fils, qui est Louis XV. Et Louis XV, eh bien, à ce moment-là, Paris va continuer sur sa lancée. On a des constructions, on a un urbanisme qui s'étoffe de plus en plus. Donc là, je tire vraiment sur la période dite Renaissance, Vous l'avez compris, on est plutôt au XVIIIe siècle. À ce moment-là, la Renaissance est vraiment loin derrière nous et on va bientôt arriver justement à cette période révolutionnaire. Mais en attendant, tout va à peu près. Louis XV est surnommé le bien-aimé et pour cause. Alors, il va mettre en lumière le cours La Reine qui existe toujours. Vous savez, c'est cette partie basse des Champs-Élysées. On va avoir aussi la future place de la Concorde, qui évidemment à l'époque s'appelle la place Louis XV. Il ne faut pas exagérer quand même. Donc il se fait bâtir une place royale, tout comme l'avait fait son grand-père avec Vendôme et avec la place des Victoires. Et les bâtiments aussi que vous avez actuellement, d'ailleurs vous les voyez très bien à l'image, les bâtiments que vous avez dans le fond de la place avec ce qu'on appelle le Crillon, l'hôtel Crillon sur la gauche et l'hôtel de la Marine, ça va devenir plus tard, sur la droite. Mais ce sont des bâtiments de l'époque de Louis XV avec une place structurée par son architecte Jacques-Ange Gabriel. Et ça, évidemment, on en reparlera bien sûr. Alors, il ne se contente pas de la future Concorde, du cours La Reine, de cet hôtel Crillon, de cet hôtel de la Marine. Il va aussi construire le Panthéon. Il va ordonner la construction du Panthéon. Souvenez-vous, on avait fait une superbe conférence à 360 avec le Centre des Monuments Nationaux, avec conférenciat dans le Panthéon. Et vous avez également une autre construction qui est l'école militaire. Et puis, il y a bien d'autres œuvres, bien d'autres ouvrages aussi qui naissent sous le règne de Louis XV à découvrir très prochainement. Et puis le temps passe et le bien-aimé n'est plus. On va avoir une question de croissance démographique, notamment sous Louis XVI, puisqu'on arrive au fameux siècle de la Révolution de 1789. Et à ce moment-là, la grande question, je vous le disais, c'est celle de la démographie. La démographie, vous vous souvenez, elle a toujours inquiété Paris. La population, c'est vraiment quelque chose qui inquiète la monarchie. Et lorsque Louis XIV avait fait raser les enceintes pour ouvrir la capitale, alors oui, c'est super. Sauf que ça fait ressurgir cette problématique parce que pouf, 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 ça s'éparpille un petit peu partout et on gère un petit peu moins, finalement, on structure un petit peu moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1780, Louis XVI décide de refermer partiellement la ville avec la construction du mur des fermiers généraux. Et le mur des fermiers généraux, vous le voyez ici à l'écran. Cette nouvelle enceinte, elle n'a pas du tout un but défensif, elle a vraiment un but de contrôle de la population et surtout, c'est le fameux droit de péage. C'est l'endroit où on va appeler c'est ce qu'on appelle les barrières d'octroi. Donc, c'est un péage, ni plus ni moins, un péage sur les marchandises qui proviennent des faubourgs dans la ville. On va payer des taxes sur les marchandises qui viennent de l'extérieur. Et donc, cet octroi, ce péage, là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des barrières de péage, justement. Il nous en reste encore quelques-unes dans Paris. Je vous en reparle après. Mais c'est vrai que cet octroi permettait aussi de remplir les caisses du royaume, en fait. Ça, c'est important de le savoir et de poser des limites à la ville de Paris. Voilà, ça, c'est les deux grands concepts, en fait, de cette nouvelle, de ce nouveau murant Paris. Vous savez que c'est un mur qui accentue évidemment la défiance et le mécontentement des Parisiens énormément. C'est le fameux mur murant Paris qui rend Paris murmurant. Vous avez déjà peut-être entendu cette phrase. Et à l'extérieur de ce mur-là,
eh bien, on va avoir des choses qui se mettent en place qui font pas trop plaisir non plus aux habitants extérieurs des fameux faubourgs, puisque Louis XVI explique que à moins de 100 mètres du mur, on n'a pas le droit de construire de maison. Ce qui veut dire que, comme c'était le cas par exemple avec Philippe Auguste, Charles V, à l'époque médiévale, eh ben, les maisons ne peuvent pas être collées à la muraille. Donc c'est vrai que bah, ça aiguise un petit peu le ressentiment des Parisiens et de ceux qui habitent dans les faubourgs aussi. Le mur en lui-même, il est immense, il fait 25 kilomètres, il a une hauteur de 4 à 5 mètres en fonction des endroits où il est construit et il est doté de portes, de 56 portes. Vous les voyez juste ici et c'est ce qu'on va appeler des bureaux de recettes. C'est ces fameux bureaux où on perçoit l'octroi et ces bureaux de recettes vont être dessinés par l'architecte Claude Nicolas Ledoux et c'est vraiment là, c'est le plan Ledoux, en fait, que vous avez à l'écran qui symbolise chaque petite barrière, avec les croquis, avec les dessins de ce fameux Claude Nicolas Ledoux. Et aujourd'hui, je vous le disais, on en trouve encore de cette barrière, de ces bureaux de recettes. Vous en avez encore qui existent à Paris. Il y en a que 4 hein, par rapport à tout ce qui existait. Vous voyez, là, on en avait 58 hein, si vous regardez le dessin, le plan à l'écran. On en avait 58, il n'y en a plus que 4. Donc, c'est pas énorme. Où ça? À Nation, à Denfert-Rochereau, à la Rotonde de la Villette, ça en fait partie aussi, et la Rotonde du Parc Monceau. Ça fait partie de ces anciennes en fait barrières d'octroi et bureaux de recettes. À cette époque-là, on va avoir Paris qui évidemment s'est agrandi. On a une population, une démographie qui a explosé. On a entre 550 000 et 600 000 habitants, soit 3,5% de la population du pays qui est de 25 millions de Français. C'est la ville la plus peuplée d'Europe à ce moment-là. C'est vraiment important de l'avoir bien en tête puisque vous vous souvenez, ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment, je pense qu'on peut le dire, à partir de ce moment-là où la ville va avoir cette espèce de rayonnement. Déjà sous Louis XIV, hein, ça c'est indéniable. Mais c'est vrai que là, approchant de la Révolution française de 1789, eh bien, on a une population vraiment très, très dense. Et c'est dans un contexte de tensions diverses et variées qu'on va voir lors de la conférence du 26 juillet, justement, quels ont été les lieux parisiens de la Révolution de 1789. Ça va être vraiment le fil conducteur de notre conférence, de vous amener un petit peu, de vous montrer ce qu'on a ou ce qu'on n'a plus, justement, d'essayer de recréer un petit peu ces événements à travers l'histoire de la capitale. Et donc, à ce moment-là, rive gauche comme rive droite, bah, il y a de nombreux théâtres qui vont servir, qui vont s'ouvrir, mais des lieux aussi, de simples lieux, des cafés, d'anciennes églises, pourquoi pas, qui vont être en fait le lieu des clubs des révolutionnaires. Par exemple, rive gauche, vous avez ce que vous voyez à l'image, c'est ce qu'on appelle le couvent des Cordeliers à l'époque. Et dans ce couvent, on trouve la Société des droits de l'homme et du citoyen, qui est un petit peu plus connu sous le nom de Club des Cordeliers, justement. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi il s'appelait comme ça. C'est parce qu'ils ont élu domicile, ce club a élu domicile dans l'ancien couvent des Cordeliers. Rive droite aussi, très important de le signaler. Rive droite, vous avez bien sûr le Palais Royal où vous avez un certain Camille Desmoulins qui va haranguer les foules le 13 juillet 1789, hein, juste avant la prise de la Bastille. Vous avez donc ce Palais Royal très très important, beaucoup de cafés, beaucoup de lieux où vont se réunir notamment les révolutionnaires. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle la salle du manège, dont on n'a plus du tout trace aujourd'hui, mais qui était située au niveau de l'actuelle rue de Rivoli, où s'est proclamée la Première République le 21 septembre 1792. Donc ça, je vous en reparlerai aussi lors de la conférence. Et c'est vrai que même si ça n'existe plus, alors vous pouvez vous balader rue de Rivoli, vraiment à côté du Jardin des Tuileries, en longeant le Jardin des Tuileries, rue de Rivoli, vous avez une plaque où vous avez l'emplacement, l'ancien emplacement de la fameuse salle du manège. Et puis évidemment, on va parler de toutes les étapes qui sont les grandes étapes de la Révolution. On va parler notamment de l'ouverture des États généraux, on va parler du serment du jeu de paume, on va parler de la prise de la Bastille, vous vous en doutez. Que serait la Révolution sans la prise de la Bastille? Même si c'est un tout petit passage hein, finalement de l'histoire de la Révolution, cette prise de la Bastille. On va bien sûr parler de la marche des femmes
sur Versailles. Et c'est elles qui vont initier ce mouvement qui va faire que le roi revient à Paris. Le retour du roi, ça c'est autre chose dont on va parler. Retour du roi, du prince, peut-être futur Louis XVII, en tout cas il était surnommé comme ça à l'époque, et de Marie-Antoinette. On va aussi parler de la fameuse fête de la Fédération. On va parler de l'arrestation de la famille royale à Varennes avec un malencontreux événement. Vous allez, voir aussi tout ce qui est prise des Tuileries, la proclamation de la République dans la salle du manège. On va voir aussi tout ce qui est lié au tribunal révolutionnaire. Ça, c'est la partie un petit peu plus sanglante, hein, de la conférence, vous allez le voir. Les procès, la mise à mort du roi, de la reine, évidemment la période de la terreur. Que des choses très réjouissantes, hein, en somme, très très, très doux, très, voilà, parce qu'on aime beaucoup ça. Et donc architecturalement parlant, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements. C'est pas une période très, très, faste, on va dire, pour tout ce qui est architecture. Vous vous en doutez, c'est plutôt une période durant laquelle il y a de très nombreux hôtels et bâtiments religieux qui vont être abandonnés parce que c'est le propre de la Révolution de dire que voilà, un exemple tout bête, hein, c'est la fameuse Sainte-Chapelle en 1789. C'est plus un lieu consacré, il y a plus de messe qui est célébrée depuis 1789. Aujourd'hui, c'est un monument, hein, qui fait partie du Centre des monuments nationaux. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'aura religieuse aussi massive qu'il y avait avant 1789. Néanmoins, vous avez quand même de nouvelles voies qui vont être tracées, après justement la destruction d'églises et de couvents. Ça sera important de le souligner. Entre 1794 et 1796, la convention, elle va réunir un groupe de travail qui va être baptisé Commission des artistes. Et on va avoir à l'intérieur de cette commission 11 membres, architectes, inspecteurs de la voirie, hein, qui s'y connaissent vraiment dans le fond de la problématique. Et certains de leurs projets voient le jour, comme par exemple la démolition du Grand Châtelet, hein. Vous avez une prison là-bas, donc ça va être démoli. Vous avez aussi le percement de la rue de Rivoli qui va commencer à ce moment-là, avec cette fameuse commission des artistes. On va avoir le percement aussi du boulevard Raspail et la rue des Colonnes. Voilà, donc c'est juste pour vous donner quelques petits exemples comme ça, mais vous le voyez sur les plans, on va avoir des propositions, des choses qui vont être suivies, des choses qui vont jamais avoir lieu, parce que c'est vrai que Napoléon Ier arrive assez rapidement après et va lui décider de quelques petites choses. Voilà, il décide de faire les choses un petit peu à sa façon, vous vous en doutez. On doit autre chose aussi au régime de la Convention. On va avoir quelques grandes fondations scolaires, universitaires, culturelles aussi, hein, qui sont, encore aujourd'hui héritières de cette époque-là. On va avoir des institutions qui vont être créées d'abord par la monarchie, voulues par les Girondins, qui vont être continuées. Donc ça ne serait pas, inexact en fait de dire qu'il y a quand même les révolutionnaires qui continuent certains aspects de la vie culturelle qui avaient été entrepris sous la monarchie. Et c'est vrai qu'on le répète pas, on a l'impression qu'il y a vraiment une scission entre le moment monarchie, pouvoir, de Louis XVI et cetera et la Convention, mais pas forcément. En tout cas, pas au niveau, universitaire et culturel. C'est important de le souligner. Et par exemple, vous avez beaucoup de lycées, de collèges, d'écoles centrales, écoles normales, supérieures, hein. Normales sup, c'est, aussi à l'époque. L'école des langues orientales, c'est aussi à cette époque-là. Le Conservatoire national des arts et métiers, que je connais très bien, où j'ai fait ma formation, le conservatoire de musique, le musée du Louvre, les archives nationales, la bibliothèque nationale. Bref, tout ça va être réglé, géré, régi par la Révolution et notamment par ce qu'on appelle la Convention qui suit la Révolution de 1789. Donc, on a du travail. On a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Je vais terminer sur cette note un petit peu moins sombre et plutôt prometteuse quand même, parce que c'est vrai qu'on a parlé, voilà, on va parler de guillotine, on va parler d'emprisonnement, on va parler de choses un peu plus sombres, un peu plus dark, hein, si j'ose dire. Mais il y a quand même des choses bien qui sont faites aussi sous la Révolution française. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction au nouveau cycle de conférences concernant l'histoire de Paris. C'est dense, vous l'avez compris, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Je ne peux que vous inviter à vous inscrire pour aller vraiment en profondeur dans ce qui va suivre Antiquité, hein, je vous le rappelle. On a 4 jolies conférences qui arrivent avec Conférencia. On a le 10 juillet à 18h30, Paris, capitale en devenir, la fondation d'une cité légendaire, cité de légende. Le 19 juillet à 18h30, vous avez Paris, capitale des rois, splendeur, intrigue et faste du Moyen-Âge. Le 24 juillet à 18h30, Paris, capitale des arts, palais et magnificence de la Renaissance.
Et évidemment, pour terminer, le 26 juillet à 18h30, Paris, capitale de la Révolution, avec les crises, les révoltes et évidemment une certaine libération quand même. Voici donc, je vous remercie, vous dis à très bientôt. Paris, île ou elle? Alors, pour les questions, donc vous l'avez compris, on passe aux questions. Paris, île ou elle? Je suis désolée, je ne peux pas répondre malheureusement à cette question. Hem, vous voulez que je donne un sexe à la ville de Paris? Je ne saurais pas trop vous dire. Elle, capitale, voilà. Ne dit-on pas également les grandes migrations plutôt qu'invasion qui est assez péjoratif? Effectivement, on va utiliser, en histoire, en historiographie, plutôt les grandes migrations. C'est un terme que vous pouvez retrouver. C'est vrai que moi j'ai été, à l'école à un moment donné, on me parlait des invasions barbares. C'est pas très joli comme terme, donc aujourd'hui on va plutôt préférer les grandes migrations, effectivement. Oui, c'est bien le Pont-Neuf qui a été emballé par Christo, exactement. Et puis, il y a eu récidive avec l'Arc de Triomphe, vous le savez, il y a pas si longtemps que ça et c'est le Pont-Neuf qui a eu son petit empaquetage aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je l'ai signalé effectivement que je reviendrai bien plus en détail donc sur cette, fatidique date de 1572 de la Saint-Barthélemy. Donc on va pas parler de ça, de cette fameuse un peu légende noire qui va suivre Catherine de Médicis, hein, puisque encore aujourd'hui les historiens, voilà, c'est ouvert au débat. Il y a, ceux qui tranchent pour une Catherine de Médicis absolument sorcière, absolument horrible, et puis ceux qui relativisent un petit peu la chose en disant que attention quand même, il y a une légende noire qui est née de tout ce qui a été créé autour d'elle. Est-ce que c'est réel ou pas? Ça, c'est autre chose. La place des Vosges, c'est Louis XIII. Alors, la place des Vosges, non, c'est Henri IV, la place des Vosges. J'en parlerai avec la Renaissance. Et alors oui, je suppose que vous aviez les différentes enceintes sur la carte, effectivement. Si le marais était insalubre, comment se fait-il que des hôtels particuliers s'y construisent? Alors attention, l'insalubrité du marais, c'est pas au moment où on va avoir cette noblesse qui décide de s'y installer, hein. On va avoir des marais avant, le prenant, hein, on a des sortes de marécages qui vont être asséchés et cetera. Ça, je reviendrai aussi dessus, pardon, avec plus de temps, plus de détails. Mais le marais n'est pas vraiment insalubre, en fait, hein. Je suis désolée si je vous ai fait penser le contraire, avec ma manière de m'exprimer, mais le marais, va être construit. C'est-à-dire qu'on va établir des hôtels particuliers et l'insalubrité du marais arrive après. C'est-à-dire que c'est au moment où la rive gauche va se développer avec, d'autres hôtels particuliers, où là, on a une noblesse, monarchique qui se déplace finalement sur la rive gauche et laisse tomber le marais, où là, ça va s'étioler de plus en plus et c'est vrai que le marais a presque, failli disparaître, hein. C'est vrai que c'est une conférence qu'on avait donnée avec conférencier il y a un petit moment maintenant sur, les quartiers de la ville de Paris, notamment sur le marais et c'est quelque chose dont on parlait, en détail et je vous le repréciserai aussi, hein, pendant notre conférence, sur la Renaissance notamment. À quel moment passe-t-on de l'UTES à Paris? Ah ah! Alors est-ce que je vous fais le coup de, bah, va falloir suivre la conférence? Alors c'est un moment, très stratégique au moment où la cour, des Francs va s'installer en fait. C'est vraiment à partir de Clovis, on va dire que qu'on a, un Lutèce qui passe à Paris. Mais pareil, je reviendrai très en détail là-dessus. Quel musée gratuit à faire ce dimanche? Ah ah! Eh ben, celui que vous voulez, ma foi. Je vous invite et pour les moins de 26 ans aussi, je le précise, alors je ne sais pas si vous avez moins de 26 ans, bien sûr, vous avez énormément de musées qui sont ouverts. Quel musée gratuit à faire ce dimanche? Bah, écoutez, moi, j'ai un musée que j'aime beaucoup, c'est Jacques Marandré. En plus, il va pas tarder à fermer, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Parlerez-vous du palais Saint-Paul sous Charles VI? Pas forcément. Non, c'est pas un choix que j'ai fait, mais bon, c'est quelque chose que j'avais abordé en long, en large avec, justement la conférence sur le Marais. Donc c'est pas forcément quelque chose sur, laquelle je reviendrai, mais écoutez, ça sera peut-être mentionné, mais non, c'est pas prévu en tout cas. Je préfère être franche, hein. Rive gauche, c'est la partie basse sur un plan. Oui, exactement, hein. C'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est très bien que vous posiez la question, parce que pour moi, ça me paraît complètement logique, hein. Je suis dans mon truc, quand je parle en plus. Donc n'hésitez pas vraiment à restructurer les choses. La rive gauche, c'est la partie sud, donc c'est vraiment la partie basse sur un plan et la rive droite, c'est la partie nord, donc la partie haute. Tout à fait. Et combien d'enceintes successives à Paris? Alors, si on reprend depuis le début, vous avez, la gallo-romaine. Il y a peut-être une enceinte sous, les Parisis, mais rien d'attesté, hein, rien de vérifié, donc on ne va pas la compter. Mais en tout cas, vous avez l'enceinte gallo-romaine, vous avez Philippe Auguste, vous avez Charles V, vous avez les fossés jaunes, vous avez, la barrière d'octroi,
vous avez tiers. On en dénombre, alors en fonction des puristes ou pas, vous en avez entre 6 et 7 et si vous voulez 8, hein, si on compte la barrière périphérique, actuelle, qui est une ceinture quand même. Alors, le pont Marie, vous avez le plus ancien pont de Paris. Le pont Neuf fait partie des ponts les plus anciens, mais c'est vrai que le pont Marie est encore plus vieux. Alors pas l'actuel, attention, c'est toujours un peu compliqué de dire ça, mais l'actuel a été largement restructuré. Mais bon bref, c'est l'histoire des ponts, de Paris, notre histoire. Les sous-sols de Paris. Alors, non, non, on va pas évoquer les sous-sols de Paris. Je les ai évoqués rapidement pour asseoir un petit peu la géographie, pourquoi on s'intéresse en fait à cette zone géographique du bassin parisien. Si vous voulez entendre parler des sous-sols de Paris, je vous recommande la conférence sur les catacombes, qui est une conférence géniale justement pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, de ce sous-sol parisien qui a été très, très exploité. Je vous parle lors de cette conférence. C'est sur conférence, hein, vous pouvez la trouver, vous pouvez la voir en replay sans problème. C'est une conférence vraiment qui est importante pour comprendre comment le sous-sol parisien fonctionne. C'est pas que les catacombes, c'est pas que l'ossuaire, c'est vraiment aussi tout ce qui est histoire des galeries souterraines et de toutes ces carrières parisiennes. Un livre à recommander. Alors, bah, justement, je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Hop, ouais, non, pardon, je suis allée trop vite. Voilà, vous avez la bibliographie. Donc, vous avez plein de livres. Voilà, je vous recommande tous ces livres-là. Donc, on peut dire que le plus vieux pont de Paris encore visible aujourd'hui est le pont Neuf. Oui, je vous le concède. Allez, si vous voulez. Alors, les octrois et les barrières se trouvaient-elles également en grande banlieue? Bar d'Ormesson, par exemple? Non, alors la barre d'Ormesson, je connais pas assez bien l'histoire. J'ai un peu honte, hein, parce que ma famille vit, vit là-bas. Mais malheureusement, je me concentre sur l'histoire de Paris et c'est vrai que la barre Ormesson, je ne sais pas vraiment d'où ça tient, son nom. Peut-être une histoire de barrière sûrement même, mais on va pas jusque-là, hein. Ça va pas aussi loin que ça, les octrois, ça va pas en banlieue, si proche soit-elle, ça existe pas, en fait. À l'époque, toute cette partie-là n'est pas collée et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pas du tout collé à Paris. C'est vraiment la banlieue, voilà, c'est les parties qui sont raccrochées en 1860 avec l'annexion, c'est Montmartre, Passy et cetera, mais ça va pas jusqu'à la barre Ormesson. Eh bien écoutez, je pense qu'il va être temps de se quitter. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette conférence avec Conférencia. C'était un plaisir pour moi de partager ce moment et puis n'oubliez pas, on se retrouve très bientôt les 10, 19, 24 et 26 juillet avec grand, grand plaisir. À très vite.